le clou du spectacle, donc Daniel. Je la retiendrai à cette intro. Tu peux. Bonjour à tous, effectivement, j'ai toujours des trucs à dire, c'est mon métier. J'espère que ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous intéresser. Ouais, c'est la bonne, yes. Je tiens à préciser que j'ai galéré le seul logo Melsion en PNG qui rend bien sur un fond qui n'est pas blanc. Donc je me suis fait chier à le trouver, il existe. On en avait d'autres. Oui, c'est mieux? Yes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie de la passion, the passion economy. Je sais que dans la salle, il y a un spécialiste de la passion qui vous fait vous lever pour la passion si vous ne l'avez pas rencontré. C'est presque la même passion dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler de moi. Ça, c'est une photo de moi. Comme vous pouvez, qui date de mars 2018. J'ai l'air fatigué dans cette photo. Ouais. À cette époque, je vivais le pire moment de ma carrière professionnelle et probablement le pire moment de ma vie. En tant qu'entrepreneur, tout se passait mal. J'avais plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes. J'avais plusieurs personnes dans l'équipe qui n'étaient pas payées, dont moi. D'autres qui étaient payés au lance-pierre à chaque fois qu'il y avait un client qui daignait nous faire un virement. Les huissiers sont venus un jour taper à la porte pour vérifier si les ordinateurs étaient de bonne qualité. C'était vraiment le plus bas d'où je pouvais aller. Et ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû tout bazarder. J'aurais dû fermer la boîte. J'aurais dû essayer de trouver le job qui me payait bien le plus rapidement possible et passer à autre chose et de me dire que cette histoire d'entrepreneuriat, c'est une belle connerie, qu'il faut être complètement taré pour faire ça et au moins j'aurai mon salaire qui tombe tous les mois et j'ai pas à m'embêter. Et j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé. J'arrivais pas en fait à me dire que je pouvais pas être entrepreneur. J'arrivais à me dire que j'étais un mauvais entrepreneur. Ça à ce moment-là, c'est ce que je me disais, mais j'y arrivais pas. Et j'ai eu une idée complètement bizarre. Je me suis dit, bah, j'ai quand même des clients. Ils me payent à peu près bien. C'est juste que ce qui rentre est inférieur à ce qui sort. Donc je vais arrêter ce qui sort. Et donc j'ai licencié toute l'équipe. Toute l'équipe. Tout le monde. J'avais plein d'intervenants externes que j'utilisais. J'ai arrêté de bosser avec eux. Et je me suis dit, je vais tout faire tout seul. J'avais à l'époque 6 personnes dans mon équipe. Et donc, je vais faire la production, je vais faire la vente, je vais faire le marketing, je vais faire la comptabilité, je vais faire le juridique, je vais faire la gestion de projet, je vais tout faire. Je ne savais pas comment, mais je me suis dit, je vais tout faire et on verra comment ça va se passer. Et à ce moment-là, j'ai lu un bouquin. Alors, je ne fais pas de fiche de lecture aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler de bouquin. C'est impossible de ne pas vous parler de bouquin. J'ai lu un bouquin, et dans ce bouquin, en fait, il commence par une statistique qui est la suivante, qui est qu'en 2015, il y avait aux États-Unis plus de 35 000 entreprises de une personne, sans aucun employé, qui faisaient entre 1 et 2,5 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Seul tout. Donc, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai lu cette statistique. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible que pendant que moi, j'étais en train de galérer à bosser comme il faut, 12 heures par jour, avoir une équipe, à être allé chercher des financements extérieurs, et j'y arrivais pas. Et des personnes tout seules y arrivaient et gagnaient des centaines de milliers, voire des millions. Et non seulement ils y arrivaient, mais en plus, il y en avait de plus en plus. Donc si eux, ils y arrivaient, je me suis dit que moi, je ne suis pas trop débile, je peux peut-être y arriver. Et je me suis dit, et à l'époque, j'avais plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes, je me suis dit, je vais faire 1 million tout seul. Alors, j'y suis pas encore arrivé, mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon chemin vers comment je peux faire 1 million d'euros tout seul. Et alors, il s'avère que ces gens qui font beaucoup d'argent tout seuls, aujourd'hui, on les regroupe sous un terme qui s'appelle l'économie de la passion, the passion economy. Et depuis 2 ans, je suis fasciné par qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font pour gagner autant d'argent tout seuls sur Internet, sans bureau, sans équipe ou presque. Qu'est-ce qu'ils font et surtout,
pourquoi c'est maintenant que ça arrive, alors qu'il y a des gens qui essayent de gagner de l'argent sur Internet depuis une bonne décennie? Et c'est quoi les opportunités pour vous? Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors déjà, l'économie de la passion, c'est quoi? Alors il y a une ancienne investisseuse qui s'appelle Lee Jean, qui bossait chez Andreessen Horowitz, un des gros fonds d'investissement de la Silicon Valley, qui est aujourd'hui devenue créatrice sur Internet, qui est la première en fait à avoir défini cette économie de la passion. Et donc, selon Lee Jean, l'économie de la passion décrit des individus qui utilisent des plateformes numériques pour gagner leur vie sur Internet. Ça, c'est l'économie de la passion. Alors, c'est bien gentil, mais en fait, c'est qui? Ils font quoi? Alors, qui sont ces gens? C'est par exemple Ben Thompson, qui est l'éditeur d'une newsletter qui s'appelle Stratechery, sur la stratégie dans la technologie, et qui est basé à Taïwan. Alors, Ben Thompson, en fait, il fait une newsletter gratuite par semaine, et les 4 autres sont payantes. C'est un petit abonnement à payer qui coûte, roulement de tambour, 10 € par mois. Pour 10 € par mois, vous avez droit aux 4 articles, et si vous ne payez pas, vous n'en avez qu'un seul. Pardon, vous avez droit aux 5 articles, et si vous ne payez pas, vous n'en avez droit qu'à un seul. C'est Rob Percival. Alors, Rob Percival, si vous êtes un peu intéressé au développement de logiciels, Rob Percival, c'est le mec qui a vendu le plus de cours de développement logiciel web sur la plateforme de formation en ligne Udemy. Rob Percival, c'est un ancien prof à l'école. Et il a voulu apprendre le développement. Il s'est dit que tiens, j'ai quand même galéré, donc je vais faire des cours pour que les autres galèrent moins. Et les a mis sur Udemy, et c'est le prof le plus prolifique sur Udemy. C'est également Abby Walker, parce que je ne vais pas vous parler que de technologie aujourd'hui. Abby Walker, elle a créé un site e-commerce de vente en fait, de petits trucs que vous mettez dans les talons, les semelles, yes, les semelles qu'on met dans les talons pour avoir moins. Je ne suis pas spécialiste. Et donc, elle a créé sa marque qui s'appelle Viviane Lou. Donc, tous ces gens-là, Ben Thompson, Rob Percival, Abby Walker, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas de bureau, ils travaillent de chez eux. Et ils ont un point commun tous les 3. Ils sortent 3 millions par an. Tout seuls. Alors, encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas nouveau que des gens essayent de gagner de l'argent sur Internet. Donc ça, c'est des bouquins que je ne vous conseille pas du tout de lire. Comment faire de l'argent sur Internet en tant que blogueur. Ça, c'est les livres qui étaient vendus il y a 10 ans. Et beaucoup ont essayé, très peu ont réussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne? Alors, il y a 4 tendances principales qui fait que c'est le moment ou jamais pour lancer son auto-entreprise sur Internet. La première tendance, c'est que de manière générale, nous achetons de plus en plus sur Internet. Alors bien entendu, nous achetons des objets, des vêtements, c'est le e-commerce, mais nous achetons également des services. Qu'est-ce qui a acheté récemment un cours en ligne sur Internet? Quelques-uns d'entre vous. Qu'est-ce qui a acheté un abonnement pour regarder des films à volonté? Qu'est-ce qui a acheté un abonnement pour écouter la musique à volonté? Qu'est-ce qui a acheté un taxi pour aller d'un point A à un point B récemment? Tout ça, ce sont des achats sur Internet de biens et de services. Et de manière générale, nous sommes de plus en plus à l'aise en tant qu'individus à acheter des biens et des services sur Internet. Ça, c'est la croissance de l'achat des biens et des services sur Internet en Europe. Mais il n'y a pas que les individus. Les entreprises achètent de plus en plus sur Internet. Notamment, ils achètent des services de freelance. Ce qu'on voit, c'est que plus de la moitié des dirigeants d'entreprise sont OK de faire confiance à des freelances qu'ils n'ont jamais rencontrés, qu'ils ne rencontreront peut-être jamais. Et inversement, les freelances disent que c'est grâce à Internet qu'ils arrivent à trouver de plus en plus de travail. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les individus comme les entreprises sont de plus en plus à l'aise à acheter sur Internet. La deuxième tendance, c'est que jusqu'à présent, la seule façon de monétiser sa présence sur Internet, je vous parlais de comment gagner de l'argent en tant que blogueur tout à l'heure, c'était la pub. Qu'est-ce qui aime la pub ici? Ah oui, c'est le problème. Alors, non seulement tout le monde déteste la pub, et par exemple, quand on voit une pub qui arrive sur YouTube, on essaie de cliquer rapidement sur le bouton skip pour arriver à la vidéo qu'on a envie de voir. Surtout, ça rapporte que dalle. C'est que pour commencer à gagner sa vie en tant que YouTuber, par exemple, il faut des millions d'abonnés, il faut énormément de vues, c'est un travail de titan pour des clopinettes.
Sauf que la pub, c'est juste un modèle de monétisation, c'est pas le seul. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Patreon? Patreon, c'est une plateforme Internet qui permet de recevoir des donations. Un truc de dingue. Je vais balancer du contenu et les gens vont me donner ce qu'ils veulent. Comme Melsion. C'est nous qui choisissons le pricing. Donc, eux, ils ont scalé ça. Et si vous voyez un petit peu, alors, je pense que j'aurais dû faire une copie d'écran un peu plus grande. Ça, c'est les 10 créateurs, les 10 plus gros créateurs sur Patreon. Le premier, c'est un podcast qui s'appelle True Crime Obsessed. Ils ont 37 000 patrons. Juste en dessous, c'est Chapo Trap House. C'est un podcast également. Eux, ils sortent 157 000 $ par mois de donations. Et Patreon, c'est une plateforme qui leur permet de faire ça. Mais il n'y a pas que Patreon hein, dans la vie, il y a toutes ces autres plateformes. Buy Me a Coffee, par exemple, c'est un équivalent de Patreon, mais qui permet également de proposer des abonnements aux personnes qui nous suivent, à nos fans, à nos clients. Kickstarter, vous le connaissez, hein, c'est la plus grosse plateforme de financement participatif dans le monde. Là encore, les gens donnent de l'argent en espérant peut-être recevoir quelque chose en retour, souvent rien. Gumroad, c'est une plateforme qui permet de vendre très facilement des services numériques, des e-books par exemple, des choses comme ça. Et Superpeer, ça c'est une boîte qui s'est lancée cette année, qui permet en fait de vendre son expertise à la minute. Donc j'ai envie de faire un call avec Jean-Christophe. Je vais aller sur Superpeer et je vais lui parler et ça va décompter à la minute. Donc tout ça, ce sont des modèles de monétisation qui sont différents du modèle de monétisation habituel qu'on connaissait sur Internet, qui était la publicité. La troisième tendance, c'est que, un petit peu comme ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des nouvelles plateformes numériques spécialement dédiées aux créateurs et qui sont l'inverse de Uber et Amazon. Uber et Amazon, c'est des marketplaces. Donc je vais acheter un service ou un bien en sachant pas trop qui le vend et je m'en fiche. Aujourd'hui, ces nouvelles plateformes dont je vais vous parler, elles vont à l'inverse, un peu comme Shopify, qui permet à n'importe qui de créer un site e-commerce. Eux mettent en avant l'individualité. Donc Uber, je m'en fiche de qui me conduit du moment qu'il me conduit. Amazon, je m'en fiche qui vend le bien du moment que c'est le bon prix. Shopify, je ne vais acheter ce produit que chez machin parce que machin a le produit qui m'intéresse, a la méthode de fabrication, la localisation, l'éthique, les valeurs, etc., qui me conviennent. Et je vais vous donner un exemple de comment ces plateformes en fait, qui viennent d'apparaître et le moment, c'est maintenant. Disons que je veux vendre des cours en ligne. C'est mon cas. Et ce que je vous raconte, c'est exactement par quoi je suis passé. Donc, je vends des cours en ligne. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est bon, j'ai fait quelques vidéos. Je veux chercher une plateforme où je peux héberger ces cours en ligne. Alors, quelles sont les plateformes qui hébergent des cours en ligne? Je suis allé taper sur Internet et j'ai découvert que ça s'appelait un Learning Management System, système de gestion de l'apprentissage, qui sont quasiment intégralement vendus aux grands groupes. Donc, ça, c'est la version française avec un pricing sympa. Ça commence à partir de 8 $ par utilisateur par mois. Donc je forme 500 personnes, x 8, c'est pas forcément le type d'investissement que j'avais envie de faire. Trop cher. Mais je me suis dit, il doit bien avoir une solution open source qui existe, gratuite, que je peux configurer à ma guise. Il y en a une, elle s'appelle Moodle. Je ne vais pas laisser le slide longtemps, j'ai pas envie que vous pleuriez tellement c'est moche. Et c'est encore plus difficilement utilisable que moche. C'est qu'ils sont arrivés à faire le truc encore moins ergonomique que joli. Ouais, bien sûr. Mais tant mieux pour eux. Ou tant pis pour les étudiants de Polytechnique. Ouais, alors il y a un autre équivalent open source qui s'appelle edX. C'est une tannée en fait à modifier parce que c'est des projets avec tellement d'options dans tous les sens et c'est pas simple. Alors, je pouvais aussi me dire tiens, je vais utiliser WordPress. WordPress, le CMS le plus utilisé au monde, et utiliser un plugin. Il y en a un qui s'appelle LearnDash, qui coûte un peu cher, mais bon, ça va. Mais par contre, là encore, c'est une super tannée à utiliser. Jusqu'au jour où j'ai découvert Podia.
Alors, il y en a d'autres que Podia, Teachable, Thinkific sont des équivalents. Podia, vous y allez, vous créez votre cours en quelques clics. C'est aussi facile à utiliser que PowerPoint, pour de vrai. Et surtout, ça coûte $39 par mois pour commencer. Avec un nombre d'utilisateurs illimité, sans prendre de frais sur les gens qui payent. En quelques clics, je suis en ligne et je peux vendre. Et ça, c'est la vraie révolution. Alors qu'il n'y a pas que Podia, il n'y a pas que les cours en ligne. Si je veux, par exemple, lancer un podcast, je peux utiliser Encore. Si je veux, par exemple, monétiser ma newsletter, je peux utiliser Substack, qui est une solution qui permet d'écrire gratuitement et de monétiser les versions payantes de ma newsletter. Si je veux faire des cours à domicile à des jeunes enfants, je peux utiliser ArtSchool, par exemple. Si je veux faire des cours de yoga, je peux utiliser des plateformes comme Higher Club, etc. Donc, il y a de plus en plus de plateformes aujourd'hui qui permettent à des individus de vendre leurs biens et leurs services sans forcément aller se perdre dans la masse de marketplace ou sans forcément payer une fortune. La quatrième et la dernière tendance, vous êtes masqués pour certains d'entre vous, c'est le Covid. Et il y a eu une accélération depuis les différents confinements dans le monde, non seulement de l'achat de biens et services sur Internet, mais également de gens qui ont décidé de sauter le pas. Notamment tous les profs de sport qui se sont retrouvés sans clients du jour au lendemain et qui ont commencé à faire des cours de sport sur Zoom contre quelques euros. Ça, c'est les chiffres de Gumroad. Gumroad, c'est une des plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de vendre des biens et des services électroniques sur Internet. Ce que vous voyez là, c'est le Covid. À propos, le CEO de Gumroad, lui, partage ses chiffres sur Internet très régulièrement. Donc, il fait partie de cette nouvelle vague de CEO de boîtes privées qui partagent quand même leurs chiffres. Et ça, c'est Patreon dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Patreon, l'impact du Covid. Parce que les gens n'avaient rien à faire, donc ils ont commencé à écouter des podcasts, à regarder des vidéos marrantes et à sponsoriser les gens qui les faisaient. Tout ça pour vous dire quoi? Alors j'ai bientôt fini, j'ai fait exprès de garder un peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Tout ça pour vous dire quoi? Si, par exemple, vous avez envie de devenir entreprise individuelle, et ça c'est un des points les plus importants que j'ai compris en fait en faisant ça, c'est que le one-person business, l'entreprise individuelle, n'est pas le freelancer. Notamment, l'objectif du one-person business, c'est de gagner de l'argent en dormant. Et c'est la différence fondamentale entre l'indépendant et l'entreprise. C'est comment je vends des biens et des services et que je mets en place un système, une machine qui me permet de gagner de l'argent sans forcément vendre mes heures. Et donc, tous ces individus dont je vous parle, bien qu'ils travaillent, parce qu'ils produisent du contenu, parce qu'ils produisent des interactions, parce qu'ils supervisent ce qui se passe, sont bien entendu en train de travailler. Et je ne suis pas en train de vous vendre une méthode infaillible pour gagner de l'argent sans rien faire. Je vous dis juste, les 8 heures que vous dormez par nuit, vous devriez aussi pouvoir gagner de l'argent. Donc, l'objectif des entreprises individuelles, c'est de gagner de l'argent comme n'importe quelle entreprise. C'est juste de ne pas avoir d'employés ou de bureau, ou de localisation géographique fixe. Deuxièmement, ces nouveaux entrepreneurs, ils utilisent majoritairement du capital sans permission. Le capital avec permission, c'est par exemple l'argent. Pour avoir de l'argent sans en avoir, il y a des gens qui lèvent des fonds. Il y a des gens qui vont voir des banquiers. Donc je vais demander la permission. Est-ce que je peux utiliser ton argent pour monter une entreprise? Est-ce que je peux vous emprunter de l'argent, s'il vous plaît, monsieur le banquier, pour monter une entreprise? Alors que si je commence à écrire et à partager du contenu, ou si je sais coder, je développe un logiciel, je demande la permission à personne. Et donc tous ces nouveaux entrepreneurs, ils utilisent majoritairement des outils et du capital sans demander la permission. Troisièmement, ils créent des micro-monopoles. En l'occurrence, le micro-monopole que j'ai créé, c'est que je m'intéresse spécifiquement aux développeurs qui veulent devenir managers. C'est tout.
Les managers qui veulent devenir développeurs, ils ne m'intéressent pas. Les développeurs qui veulent devenir meilleurs techniquement, ils ne m'intéressent pas. Je ne m'intéresse qu'aux développeurs qui veulent devenir managers. Et donc tout le contenu que j'écris, toutes les formations que j'ai développées ne sont développées que pour cette micro-niche. Et il s'avère qu'en France, et j'ai découvert un peu plus qu'en France, des anciens développeurs qui parlent de management et de compétences humaines de manière générale. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'ai effectivement des clients en France aujourd'hui, j'ai des clients en Argentine, j'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients dans d'autres pays en Europe qui ont découvert ce que je fais et qui trouvent que c'est sympa. Je ne suis pas encore au million. Et par contre, j'ai réussi à trouver un micro-monopole où je suis reconnu d'un point de vue un peu plus que ma zone géographique accidentelle qui est Paris, et les gens achètent mes services. Ensuite, ces entrepreneurs construisent et vendent. C'est cette fameuse dichotomie qu'on croit toujours, c'est il y a les makers et il y a les sellers. Il y a les fameuses startups avec le génie qui invente et l'associé malin qui vend. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces entrepreneurs, ils construisent et ils vendent. Ils sont aussi bons à écrire qu'à promouvoir. Et ça, en fait, c'est une preuve intangible qu'il n'y a pas des comportements, il n'y a pas des caractères, on n'est pas juste câblé vente ou câblé création, on peut être câblé les deux, et quand on est câblé les deux, personne ne peut nous arrêter. Et le dernier point, c'est que, et toujours sur cette histoire d'outils numériques, ils utilisent de plus en plus d'outils numériques pour automatiser des tâches. Par exemple, moi, je fais plus de factures. À chaque fois que quelqu'un, par exemple, achète un abonnement sur mon site internet, il y a une facture qui est générée automatiquement, qui est envoyée par email. Quelqu'un qui veut suivre une information, il y a un formulaire qu'il doit remplir avec derrière un plan de formation qui est généré automatiquement en fonction des questions qu'il a remplies. C'est pas moi qui le fais. Ah ouais, je pourrais lui parler. Et je trouve qu'il lui serait très content de me parler à un moment. Mais en réalité, il n'en a pas besoin et moi non plus. Et j'ai économisé 1 heure de temps. Et c'est ce qui me permet de proposer aussi du contenu à un prix plus abordable que si je devais en fait vendre du contenu en temps réel à chaque fois. C'est pour ça, par exemple, je suis très content que cette intervention soit filmée. Comme ça, c'est la dernière fois que je la fais. Je la mettrai en avant sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, et au moins tout le monde saura quel est mon point de vue sur l'économie de la passion. Et le dernier point, c'est, je sens que j'arrive à la fin de cette intervention. Le dernier point, tu vois, on est bien timé, c'est que ces nouveaux entrepreneurs, en fait, ne se sont pas mis de limite. Ils ne se sont pas dit c'est impossible de faire 1 million tout seul, ou 5 millions tout seul. Ils ne se sont pas mis de limite, comme cette jeune fille, Kylie Jenner, qui à 21 ans est devenue la plus jeune milliardaire de l'histoire, avec 7 employés. Alors, non, elle a perdu de l'argent entre-temps. Donc la valorisation de son entreprise est descendue en dessous du milliard. Donc elle n'est plus milliardaire, mais bon, elle est presque milliardaire. Et donc, laisse en pub, pendant que vous êtes là, donc mon entreprise aujourd'hui s'appelle TLT21, tlt21.com, et j'écris une newsletter hebdomadaire qui est super bien. Si vous vous intéressez un petit peu à la technologie, vous pouvez vous y inscrire. Merci. Patrick me challenge. Il est bon, hein? Il est bon. Je suis fier d'être son associé, mais ça, il ne faut pas trop lui dire après, il prend des recettes. Daniel, j'observe que, en plus d'avoir inventé une façon de travailler tout seul et de créer de la valeur qui n'a pas besoin d'être exécutée personnellement, hein, comme tu dis, le plan de formation, tout est automatisé, etc. Ces nouveaux entrepreneurs, ils utilisent aussi une fonction commerciale déléguée, souvent à Facebook ou à YouTube. Et on voit fleurir maintenant des gens qui font des boîtes de conseils pour t'aider à devenir l'ostéopathe de référence, le psychiatre pour chat. Et j'avoue que il y a un petit côté faites comme moi dans ces publicités pour t'apprendre à vendre. Est-ce que tu as vu
des choses intelligentes vers lesquelles tu pourrais nous pointer. C'est peut-être une autre présentation, une autre occasion, mais lorsqu'on a à peu près une compétence, et on en a tous une qu'on pourrait mettre comme ça en ligne, et ça pourrait fonctionner les week-ends, les nuits, les jours, de façon quasi automatique, comment est-ce qu'on va toucher son client potentiel? Ouais. Donc, deux éléments de réponse. Le premier, c'est le point principal que je fais, c'est que ces entrepreneurs individuels sont des entreprises. Donc la majorité des bonnes pratiques à utiliser sont des bonnes pratiques pour les entreprises. Donc moi, je déconseille fortement de suivre en fait des gens qui disent faites comme moi, devenez un entrepreneur tout seul. Moi, je dis lisez les bouquins de vente pour des entreprises, des bouquins de marketing pour des entreprises, parce que des entrepreneurs individuels sont des entreprises. Ensuite, effectivement, le plus difficile dans l'histoire, c'est de toucher son public. Et il s'avère que moi, la façon dont j'ai pu toucher mon public au début, c'était dans la vie réelle. Donc c'est des connexions professionnelles, des gens que j'ai rencontrés, qui étaient majoritairement de mes connexions sur LinkedIn. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes qui nous permettent en fait de partager du contenu intéressant. Substack, par exemple, qui est la plateforme de newsletter, ils mettent aussi en avant des gens qui écrivent des newsletters. Mais la façon la plus simple, en fait, c'est de commencer par son cercle proche. Et on a tous un cercle proche, professionnel, personnel, et de commencer comme ça et de tourner. Alors aujourd'hui, je n'ai pas des milliers de gens qui lisent mes newsletters, j'en ai 650. Mais par contre, sur 650, il y en a 80% qui ouvrent mes newsletters chaque semaine. Donc c'est pas beaucoup, mais je m'en fiche. Li Jin, dont je parlais tout à l'heure, elle dit aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir 1000 fans qui payent $100, on a besoin d'avoir 100 fans qui payent $1000 par an. Donc l'important, c'est pas tant le volume, c'est de commencer par son cercle proche, de comprendre où est la valeur qu'on peut apporter et de la faire de manière incrémentale comme ça. Ça répond à ta question? Parfaitement. Alors, ceci dit, toi, tu dis c'est le cercle proche, etc. Mais quand tu fais un post aujourd'hui, tu fais combien de vues sur LinkedIn? J'utilise plus LinkedIn. Ah oui, d'accord. En fait, je me suis rendu compte de deux trucs. Le premier, c'est que alors, je communique en anglais, puisque je me suis dit que c'était plus simple de toucher une population internationale en anglais. Et je me suis rendu compte que LinkedIn, ils aiment bien promouvoir mon contenu en français et pas en anglais. Parce que j'ai dit que j'habitais en France et que j'avais un profil LinkedIn français. Donc, tout ce que je poste en anglais passe à la trappe. En plus de ça, je parle beaucoup de formation et eux, ils ont une petite offre de formation. Donc, je les soupçonne quand même de ne pas forcément mettre en avant les posts sur la formation ou c'est juste moi qui raconte de la merde sur LinkedIn et donc les gens les aiment. Mais en gros, tout ce que je raconte est liké, partagé, commenté par les gens de mon réseau proche. M'intéresse pas. Et je ne suis pas le seul à m'être fait cette remarque-là. Je ne sais pas si vous regardez ces gens qui postent sur LinkedIn des longs posts avec derrière un lien en commentaire et ça commence toujours par une phrase d'accroche. C'est devenu en fait une telle compétition pour l'attention sur LinkedIn. Et moi, quand je vois qu'il y a une concurrence pour l'attention, je me barre. Donc je suis allé chercher l'attention autre part. Et là encore, le nombre de vues, le nombre de likes, en fait, il m'intéresse peu. Si j'arrive à gagner, par exemple, aujourd'hui, s'il y a une personne qui s'inscrit à ma newsletter, j'ai peut-être gagné un client dans 2 ans. Ça me va. C'est le nombre, en fait, il n'est pas important, c'est la qualité. D'accord. Donc LinkedIn n'est plus de sujet. Non. C'est surtout parce que tout le monde s'est mis sur LinkedIn. Il y a tout et n'importe quoi sur LinkedIn. Il y a un volume de posts incroyable et qui fait que, en fait, c'est une bagarre permanente pour l'attention. Faut se lever. Si j'ai des trucs à raconter, je vais les raconter sur Twitter. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Twitter est une plateforme qui a encore de l'avenir, qu'il y a de fortes chances que d'ici... Donald Trump est d'accord. Justement, c'est pour ça que je trouve encore plus qu'il y a de fortes chances qu'ils sortent petit à petit du modèle de publicité pour gagner de l'argent. Je possède également des actions en Twitter, donc n'écoutez pas ce que je vous dis. Une question fond. Oui. Bonjour. Pour rebondir à la question de Patrick, en fait, il y a quelque chose que je trouve assez étrange, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme qui est mis sur tout ce qui est digital et tout ce qui est vente en ligne, etc. Gagner de l'argent en pyjama sur un Mac. Et en fait, finalement, quand on dirait que et du coup, ça donne à plein de gens l'envie de créer des boîtes et d'arrêter le CDI, tout ça.
Mais on se rend compte que, comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, malgré les outils, tu pouvais pas faire les premiers euros de chiffre d'affaires sans appeler le réseau, les copains, les cousins, etc. De manière vraiment à l'ancienne, quoi. Tu as fait de la prospection. Et puis après, est-ce que maintenant, il y a des gens qui viennent de nulle part sur ton site grâce à Internet, ou c'est finalement le bouche à oreille qui aujourd'hui t'amène encore du business? Et du coup, ma question, c'est le delivery, c'est fait grâce aux outils. Par contre, la croissance de chiffre d'affaires et la prospection, est-ce qu'en vrai, c'est pas encore le bouche à oreille? Et du coup, on est dans un truc qui est très old school, alors que ça se veut très moderne. Alors, je crois que j'ai appuyé sur un mauvais bouton, je n'arrive pas à... On va dire que le Covid n'existe pas. Alors, je me disais, j'ai pas fait de bêtises. Donc, oui, effectivement, c'est pas magique. Donc, ces outils vont pas magiquement vous rapporter de l'audience et du trafic, etc. Il faut travailler pour aller le chercher. Le meilleur réseau, c'est celui qu'on a déjà. Donc, de dire que je vais me lancer du jour au lendemain sans connaître personne et partager des choses sur Internet, il y a des gens qui y arrivent, c'est juste plus dur. Et dans mon cas particulier, j'ai 37 ans, j'ai une expérience professionnelle, donc c'était logique pour moi d'utiliser cette expérience professionnelle, sachant qu'en plus, le sujet dont je parle, c'est le truc que je fais depuis 15 ans. Donc ça avait encore plus de sens d'aller voir mes anciennes relations, etc., etc. Par contre, aujourd'hui, 50% de mon trafic vient de France. C'est la moitié. L'autre moitié vient de gens que je ne connais pas du tout, de pays comme les États-Unis, l'Inde, la Hongrie, et des gens qui trouvent mon contenu via des plateformes où je les ai partagés. L'avantage d'être sur un micro-monopole, c'est que des plateformes qui sont lues par des développeurs pour avoir du contenu, il y en a 3-4. C'est Hacker News, c'est Dev.to, c'est des plateformes comme ça. Il y en a vraiment 3-4. Donc si je veux être vu par des développeurs qui sont intéressés par ce sujet, j'ai à repartager mon contenu sur ces 3-4 plateformes. Et pour peu que j'ai un contenu intéressant, mais le pour peu, en fait, ça veut dire beaucoup, ces gens-là vont venir sur mon site et commencer à interagir avec moi. Mais en gros, le réseau initial est important. C'est sûr qu'il est important et les outils numériques ne vont jamais les remplacer. C'est juste que je le fais depuis mon salon. 2, quand on est sur un micro-monopole, avoir une audience est beaucoup plus facile parce que je n'ai pas à aller me battre contre des gens sur YouTube qui veulent parler d'entrepreneuriat, par exemple. Il y en a quand même beaucoup qui parlent d'entrepreneuriat sur YouTube. 3, finalement, une fois que tu commences à faire du contenu de qualité, et toute la difficulté, elle est là, les gens vont commencer à venir. Donc en gros, est-ce que je propose quelque chose qui a de la valeur? Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Merci beaucoup, Daniel. Merci.